Depuis plusieurs semaines, la course mondiale pour trouver un vaccin contre le coronavirus fait rage. Actuellement, 170 projets sont en cours, mais seuls 12 ont déjà fait l'objet d'essais cliniques sur l'homme. Une course qui génère de l'espoir et des milliards. Mais comment fonctionne son financement ? Pour favoriser le développement d'un vaccin, de nombreux pays et acteurs privés ont fait alliance. C'est notamment le but du Coronavirus Global Response International lancé le 24 avril par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Jusqu'ici, le fonds a récolté 15,9 milliards d'euros. Et si la majorité des donateurs sont des États membres, le Canada, l'Australie ou encore l'Arabie Saoudite ont également participé. D'autres réseaux du même type comme la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies ou le Global Virus Network financent également la recherche. La pression et l'urgence sont telles que de nombreux pays jouent également la carte du chacun pour soi. En juin, la France a ainsi débloqué une enveloppe de 200 millions d'euros à l'un des poids lourds du secteur, Sanofi. De même pour l'Allemagne qui a investi 300 millions d'euros dans la société biopharmaceutique CureVac. Enfin, dans le cadre de son opération Warp Speed, le gouvernement américain s'est engagé à injecter 472 millions de dollars en plus des 483 déjà investis dans la société Moderna, une société qui effectue actuellement ses premiers tests cliniques. Et la course aux milliards ne s'arrête pas là, car un investissement peut en cacher un autre. Les pays du monde entier passent désormais des précommandes de taille. Là aussi, les États-Unis ont multiplié les investissements, à l'image des 300 millions de doses réservées à l'entreprise AstraZeneca qui s'est associée à l'université d'Oxford. Le Royaume-Uni, lui aussi, ne pose pas tous ses œufs dans le même panier. Le gouvernement a également sollicité plusieurs entreprises pharmaceutiques. Mais malgré tous ces efforts, rien ne garantit la commercialisation rapide d'un vaccin viable. En revanche, une chose est certaine, cette course renforce la santé financière du monde pharmaceutique. Lorsque la société américaine Novavax annonce lancer ses premiers essais mi-mars, le cours de l'action du groupe bondit de 400%. Même phénomène pour la société AstraZeneca dont les cours ont récemment augmenté de 10% à Wall Street. Telles si nombreuses. La crise sanitaire révélerait-elle les dérives du monde scientifique? Les chercheurs publient trop et manquent d'éthique, c'est ce que suggère la revue de référence Science. Un constat également partagé en France par de prestigieuses institutions et certains médecins. Les chercheurs créent des contes de fées et de belles histoires quand il s'agit de communiquer et publier, au lieu d'en venir à leur objectif initial. Et il y a beaucoup trop de ce qui s'appelle dans le jargon d'embellissement des données. Depuis le début de la pandémie, un nombre record d'études ont été publiées dans le monde, 2200 rien que de janvier à mars. Des recherches contradictoires, souvent incomplètes et pourtant au centre de toutes les attentions, à l'image du débat enflammé. La crise sanitaire révélerait-elle les dérives du monde scientifique? Les chercheurs publient trop et manquent d'éthique, c'est ce que suggère la revue de référence Science. Un constat également partagé en France par de prestigieuses institutions et certains médecins. Les chercheurs créent des contes de fées et de belles histoires quand il s'agit de communiquer et publier, au lieu d'en venir à leur objectif initial. Et il y a beaucoup trop de ce qui s'appelle dans le jargon d'embellissement des données. Depuis le début de la pandémie, un nombre record d'études ont été publiées dans le monde, 2200 rien que de janvier à mars. Des recherches contradictoires, souvent incomplètes et pourtant au centre de toutes les attentions, à l'image du débat enflammé sur l'hydroxychloroquine. Pourquoi les études scientifiques sont-elles si nombreuses? En réalité, les chiffres n'ont pas attendu la pandémie pour augmenter. Dans les années 80 environ. Et depuis les années 80, ça ne fait qu'augmenter parce que le système de recherche, qu'on peut appeler l'entreprise de recherche, juge les chercheurs sur le nombre de publications avant tout, et surtout pas sur la qualité des publications. Ça obligerait de les lire. Donc un chercheur qui a beaucoup publié est obligatoirement un meilleur chercheur qu'un chercheur qui a peu publié.
Quantité plutôt que qualité, le tout avec de nombreux outils de diffusion. Les chercheurs du monde médical peuvent désormais publier leurs travaux sur des plateformes en ligne, avant même qu'ils ne soient vérifiés par des revues scientifiques. Les revues scientifiques sont-elles fiables ? Le nombre de revues scientifiques a lui aussi grimpé en flèche. Parmi les milliers existantes, certaines sont évidemment gages de qualité, mais d'autres sont jugées malhonnêtes. 477 étaient répertoriées comme telles en 2014. 3 ans plus tôt, elles n'étaient que 18. Quand vous achetez du vin, il y a des appellations contrôlées et puis il y a des vins qui n'ont pas d'appellation contrôlée. Quand vous avez, sur certains domaines, il y a des marquages CE pour certaines choses et il n'y a pas. Les revues, il n'y a pas d'organisme international ou autre qui mettent un tampon en disant cette revue a des bonnes pratiques, vous pouvez lui faire confiance. Comment s'y retrouver ? Quelques questions basiques peuvent donner des premiers indices sur la crédibilité d'une étude. La presse scientifique conseille entre autres de se demander: l'étude scientifique a-t-elle été évaluée par des pairs ? Où l'étude a-t-elle été publiée ? Quelle est la taille de l'échantillon étudié ? Les chiffres sont-ils mis en contexte ? Le traitement a-t-il été testé sur plusieurs groupes ? Des questions souvent ignorées, ce qui donne lieu à la médiatisation de recherches biaisées, voire totalement loufoques. En 2015, le journaliste John Bohannon fait le test et paie 600 € pour publier dans une revue scientifique. Résultat, son étude, qui prétend que le chocolat favorise la perte de poids, fait sensation, au point de faire la une du quotidien allemand Bild. Avec un premier cas apparu le 17 novembre 2019 en Chine, le Covid-19 a provoqué une pandémie mondiale causant la mort de 315 000 personnes et la contamination de plus de 4 millions d'individus dans 187 pays. Mais qu'est-ce qu'un coronavirus ? Les coronavirus, littéralement virus à couronne, sont une famille composée d'un grand nombre de virus provoquant des infections respiratoires pouvant aller du rhume à la pneumonie. Certains coronavirus sont bénins, mais d'autres peuvent être fatals, comme le SRAS qui a fait 774 morts en 2003. Autre exemple, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, dont le taux de mortalité s'est élevé à 35% des personnes contaminées, a fait 813 morts et 2100 personnes infectées depuis 2012. Quels sont les symptômes ? Depuis le début de la pandémie, la liste des symptômes du Covid-19 s'est allongée à plusieurs reprises. D'abord perçus comme très similaires à la grippe, de nouveaux signes se sont progressivement déclarés chez plusieurs malades, comme des douleurs dans la cage thoracique, de la diarrhée, une perte du goût et de l'odorat, ou encore des lésions cutanées. Les plus courants restent cependant les frissons, la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Comment le virus se transmet-il ? Les coronavirus se transmettent de personne à personne lors de contacts rapprochés, se toucher ou se serrer la main par exemple, et par voie aérienne en toussant ou en éternuant. Être en contact avec un objet porteur du virus, puis se toucher le visage avant de se laver les mains, peut aussi être un facteur de la transmission du virus. Selon plusieurs centres de recherche, le temps d'incubation peut atteindre en moyenne jusqu'à 14 jours.